tous les villages. Et lorsqu'on veut ralentir, on entre en discussion avec le conseil départemental. Oui, pour prolonger effectivement, les travaux sur route départementale font l'objet d'autorisation de la part du gestionnaire de voirie, même si ces travaux relèvent de la commune. Il y a un certain nombre de Excusez-moi, est-ce qu'il y a des micros qui sont ouverts qui rendent l'audition difficile? Voilà. Poursuivez, Thierry. Oui, comme je disais, le conseil départemental intervient en tant que prescripteur sur le réseau routier qu'il gère, donc en partenariat avec les maires quand il y a un projet effectivement qui touche la voirie départementale. Très bien. André Isler, vous présentez le CEREMA. Oui, bonjour. Donc, André Isler, chargé d'études donc, au CEREMA à Metz. Donc, je m'occupe principalement de tout ce qui est aménagement de la voirie, donc modes actifs, apaisement de la circulation et accessibilité. Le CEREMA, bon, beaucoup d'entre vous le connaissent, on est un organisme donc d'État, hein, même si on a le statut d'une agence, hein, on est toujours encore lié au ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Et donc, nous réalisons bien sûr également des études, mais nous réalisons également beaucoup de recommandations, donc dans les nombreux documents que nous publions, hein, tout au cours de toute l'année, hein. Et nous organisons aussi des formations et des webinaires un peu dans le style dont vous organisez. Voilà, je voudrais juste préciser surtout que nous ne sommes pas un organisme de certification, hein, nous sommes un organisme de recommandation. Nous sommes à la disposition des collectivités pour également les assister et les conseiller dans leur projet, ce qui est le cas d'ailleurs sur certaines communes de votre département, en particulier donc sur Pompée et Custine, donc où nous travaillons actuellement. Voilà. Très bien. Et je peux dire, André Isler, que dans la réunion de préparation, nous avons décidé qu'en septembre, nous proposerions une journée d'approfondissement sur ce même sujet qui pourrait se tenir en une matinée, un déjeuner et une visite d'une réalisation. Donc, il y aura un nombre de places limité, on sera en présentiel, mais ça permettra des échanges de plus grande précision et de qualité. L'invitation n'est pas faite, la date non plus. Et donc, travailleront là-dessus le conseil départemental et l'association des maires qui sera partenaire de cette opération. Alors, oui, bonsoir Olivier, désolé, toutes mes excuses pour mon retard. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, c'est René Wagner. C'est René Wagner, je reconnais la voix. Merci René. Alors, on va démarrer avec une situation particulière. Les techniciens qui sont avec nous, et ils me disaient comme ça en préparant, il y a des endroits où on arrive dans une mairie et le maire a déjà décidé ce qu'il voulait. Et quelquefois, c'est bien, mais il arrive qu'il y ait des soucis. Et personne n'a forcément raison tout seul. Et donc, le pire qui peut arriver, c'est de réaliser des aménagements coûteux et de devoir les démonter. Et ça arrive régulièrement. Et ça, c'est la catastrophe. Alors, on a un exemple à vous présenter. C'était compliqué de présenter un exemple où on a dû démonter parce qu'il y a eu une erreur d'appréciation. Mais j'ai proposé au nouveau maire de Lettres-sous-Amance, où vous vous situez, Amance, Lettres-sous-Amance, pas très loin de Nancy, un village tout en relief, en côte. Et là, il y a des problèmes de vitesse assez importants. Et donc, il y a 1 mandat et demi, ils ont réalisé des bandes rugueuses
qui viennent d'être démontés et ça a coûté quelques dizaines de milliers d'euros. Alors le maire, Michael Mevelec, doit être avec nous. On me dit qu'il est en train de se connecter. Michael? Ah, il doit être en cours de connexion. On a une petite vidéo. Oui. Je suis avec Marine, ma collaboratrice, qui a fait tout le boulot préparatoire. Je vais commencer à présenter, ou peut-être Marine, tu peux présenter. Et puis Michael doit nous rejoindre normalement. Donc voilà où est situé à peu près l'Être sous Amance, donc près de Nancy. Donc ça, c'est la commune. Et on voit en bleu le tracé des routes principales, donc les départementales qui sont très empruntées. Et en fluorescent orange, un petit peu jaune, c'est la zone qu'on va plus particulièrement cibler, donc où a été enlevé un dispositif qui était jugé trop dangereux et où il y a vraiment un très gros problème de vitesse. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo où on voit bien, on se rend mieux compte de ce qui se passe dans ce village. Un très beau village. Voilà, donc je ne sais pas si vous entendez bien, mais à chaque fois, on passe sur des morceaux de route qui ont été refaits. C'est là les bandes religieuses qui ont été enlevées. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes bien rendu compte un petit peu, mais cette route, c'est une route en pente. Donc, monsieur le maire m'a dit que c'était une pente d'à peu près 7-8%, donc trop importante pour mettre un ralentisseur. C'est pour ça que la précédente municipalité avait décidé de mettre des bandes rugueuses, mais elles ont été jugées beaucoup trop dangereuses parce que glissantes. Et en plus, ça occasionnait des nuisances sonores. Donc, les riverains se sont plaints. Et donc, ça, c'est un bon exemple de choses qui ont été mises en place et qui n'ont pas fonctionné et qu'on a dû retirer. Je ne sais pas si Michael Mevelec est arrivé. Oui, je viens d'arriver, désolé. Ah, super. Ouf. Pardon. On a présenté la petite vidéo et la situation. Tu nous redonnes des précisions? Je ne sais pas ce qui a été dit, donc je ne veux pas faire de redite. Juste voilà, dire que alors, je vois, les bandes pavées ont été retirées, que la particularité effectivement de cet environnement, c'est qu'on est sur une pente qui est particulièrement forte, puisqu'on a eu quand même une moyenne de 9%, mais en fait, ça va jusqu'à 13% quand même. Donc, et on est sur une route départementale, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dire aussi qu'il y a effectivement ce sentiment de, enfin pas d'insécurité, mais effectivement de vitesse. Et pour autant, ce qui n'a sans doute pas été dit, c'est que finalement, il y a eu très peu d'accidents en fait. Au final, il y en a eu très très peu. Il y en a eu en 15 ans, il y en a eu en 20 ans, même il y en a eu 3, on va dire. Donc, c'est pas en soi la notion d'accident qui effectivement nous anime. Mais pour autant, il est nécessaire effectivement de faire quelque chose, puisque, comme vous avez dû le voir, on est à l'arrivée du village dans un virage quand même assez serré et qu'au moins sur cette partie-là, il faut qu'on trouve un moyen à un moment donné de faire comprendre qu'on arrive en agglomération, même si c'est une petite agglomération. Alors, ces bandes pavées avaient été implantées il y a combien de temps? Alors, quel a été le coût de l'opération? 2009-2010. Voilà. Et donc, à partir de là, donc, ce que j'avais effectivement dit, c'est que alors l'idée, pourquoi pas, de départ, était peut-être sans doute pas mauvaise, mais finalement, la réalisation a montré que ce n'était pas le cas, dans le sens où le seul intérêt qu'il y avait à ces bandes pavées, c'était l'aspect esthétique. Mais en fait, elles n'avaient finalement que des désavantages, puisque, ça ne faisait pas ralentir, puisqu'il y a une telle pente qu'il n'était pas possible de toute façon de faire je dirais des bandes ou alors un dos d'âne suffisamment marqué pour faire ralentir les voitures.
Ensuite, ça entraînait, et ça a été prouvé par des études, qu'il y avait des nuisances sonores. Alors, pas effectivement sur la base de 30 km/h, effectivement, mais sauf qu'on n'a quasiment aucune voiture qui va à 30 km/h parce que dans cette descente-là, c'est quasi impossible d'aller à 30 km/h. D'ailleurs, on va changer d'ici peu là, la vitesse, on va sans doute la passer à 50 parce qu'en fait, c'est pas jouable. Et puis en plus, c'était dangereux, ces bandes pavées, parce que c'était très dangereux pour les vélos notamment. Alors, il y avait aussi un problème de glissance quand il y avait de la neige ou du verglas, encore plus, mais surtout sur les vélos quand il pleuvait. Donc, du coup, on avait à peu près que des désavantages, que des inconvénients. Et donc, voilà, on a décidé de le retirer. C'est plus D'accord. correct. Et donc, maintenant, vous avez lancé une réflexion nouvelle? Oui, exactement. Donc là, on est un peu arrivé au bout de notre réflexion. On a fait tout, je pense, qui était à peu près possible. On a fait réunion publique. On a fait une générale, une avec les riverains. On a fait donc un sondage aussi à partir de ces réunions-là pour définir ce qu'on pouvait en faire. On avait de toute façon un nombre de possibilités assez limité parce que, comme je vous ai dit, il y a comment dire, un pourcentage de descente assez fort. Donc, de toute façon, les plateaux ne sont pas possibles. C'était, je dirais, en base ce qu'on avait un petit peu imaginé. Et donc, ça, ce n'est pas possible. Certains types d'écluses ou de rétrécissement de chaussée, on les a testés, étaient assez peu efficaces. Donc, du coup, sur la partie basse, on va faire une écluse un peu serrée, mais qui laisse quand même la possibilité aux tracteurs, aux bus, parce que c'est une route départementale où il y a tout un circuit de bus qui va sur le collège de Malzéville. Et donc on n'a pas le choix que de faire quelque chose d'un peu serré pour gêner quand même enfin, en tout cas, de faire réduire un petit peu la vitesse. Mais bon, que ça ne soit pas ni trop gênant pour les bus ou les tracteurs, mais surtout que ça ne soit pas non plus dangereux, comme je vous disais, quand il y a de la neige, par exemple, et que les voitures sont dans la descente, et voilà, il faut quand même qu'ils puissent manœuvrer un peu, quoi. Il ne faut pas que ça crée plus d'insécurité qu'autre chose. Donc voilà, donc du coup, sur la partie, sur le dernier quart de la descente, on va donc installer normalement fin 2022 une écluse un peu serrée quand même, quoi, on va dire. Michael, vous travaillez avec qui sur ce dossier? Je sais que MMD est partie prenante. Oui, alors MMD, et puis on a vu donc les services de la DITAM. Donc voilà, donc on a vu entre autres Patrick Verreggi, et donc effectivement on a vu assez récemment, là tout récemment, on a vu aussi MMD 54. Donc on est suivi. Voilà, donc on va essayer de faire ça au mieux, quoi. D'accord. Voilà. Oui, oui, c'est peut-être Michel François ou Cécile, vous connaissez bien le dossier? Oui, alors je voulais avoir peut-être des propos, moi, à mon niveau, très généraux pour laisser la main à Michel, qui est allé en commune, je crois, récemment. Je trouve que l'exemple de lettres sous amende, c'est très intéressant parce qu'il met vraiment en évidence la nécessité de bien poser un diagnostic global, et il met aussi en évidence que quand on ne considère pas la globalité du sujet, des fois on peut concevoir des aménagements qui ne sont pas compris par les automobilistes et qui du coup génèrent des stratégies d'évitement qui sont parfois un petit peu plus dangereuses. Donc voilà. Sur les aspects plus techniques, je vais peut-être laisser Michel compléter. Oui. Il y a une question sur le chat. Michel François va nous expliquer ce que c'est une écluse. Ce n'est pas dans les canaux, hein. Vous allez répondre à la question là. Et Cécile vient de dire qu'il y a des signaux qui peuvent être mal compris par les automobilistes. Il y a aussi des signaux qui ne sont pas légaux. Et la responsabilité du maire, elle peut être engagée, Michel François. Sur l'exemple de la lettre, et puis répondez à ces 3 questions, s'il vous plaît. On l'entend pas. Hein. Non, on ne l'entend pas. Son micro est coupé. Là. Oui, excusez-moi. Voilà. Une écluse, c'est un passage rétréci pour lequel il n'y a plus qu'une seule voie de passage, et donc il y a un passage alternatif entre les deux axes de circulation.
avec un système donc, avec panneaux réglementaires donc, de priorité dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc effectivement, à partir du moment où la commune fait un aménagement, quel qu'il soit, il y a un certain nombre de règles, notamment en termes de signalisation. Et si ces règles-là ne sont pas respectées, la responsabilité de la commune peut être engagée. Il n'y a pas de… Effectivement. C'est-à-dire, précisez ça, Michel. La responsabilité de la commune peut être engagée. Imaginons un drame, un accident très grave avec un décès. Les assurances se retournent contre la commune et là, on cherche une irrégularité pour rendre la commune responsable. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Tout à fait. Pour revenir à lettre sous amence, effectivement, les aménagements qu'il y avait eu n'avaient pas une efficacité magistrale. Compte tenu de la pente, il était difficile de faire des aménagements avec des dénivelés, parce que ça aurait créé un danger complémentaire à la place du danger généré par la vitesse. Le choix des écluses, c'est, je dirais, une bonne solution alternative dans le sens où, même si en termes de ralentissement, ce n'est pas nécessairement une efficacité magistrale, il y a néanmoins un effet, je dirais, de marque, de modification donc, du contexte qui est favorable, je dirais, au ralentissement ou à la maîtrise des vitesses par les automobilistes. D'accord. D'autres commentaires de nos intervenants techniques sur l'exemple de lettre? André Isler? Je crois que c'est vous qui avez dit assez crûment que des fois, vous arrivez dans une commune et puis on vous demande conseil, mais le maire, il veut absolument mettre quelque chose et quelquefois, il vous arrive de savoir d'avance que ça ne marchera pas. Oui, enfin, ce que je vous avais déjà dit, hein, c'est qu'il n'y a pas une solution formidable qui va marcher. Hein. Donc, c'est toujours des solutions qui peuvent marcher et il n'y a pas de solution miracle pour ralentir les automobilistes. Concernant donc simplement les écluses, ça marche et ça marche quand on a du trafic. Quand il y a très peu de trafic, ça, effectivement, comme dit Monsieur François, je crois, c'est pas très efficace parce que finalement, que l'écluse, alors il y a des écluses centrales, il y a des écluses latérales, hein, avec des déports latéraux. La voiture, s'il n'y a rien, personne en face, ben la voiture, elle passe comme si de rien, quoi. Donc il y a effectivement une efficacité qui est nettement moindre. Après, effectivement, comme je vois un peu sur la configuration donc, de cette commune, il y a une forte pente, hein, mais j'ai aussi vu sur la vidéo qu'il y a peut-être aussi à travailler sur le stationnement, puisqu'on voit que le stationnement, il est un peu anarchique, et souvent, c'est également une solution pour ralentir, c'est d'utiliser le stationnement des voitures pour faire des chicanes. Alors là, la chicane, c'est un peu l'écluse, mais on passe dans les deux sens, donc on n'interdit pas un sens, hein, on ne privilégie pas un sens, mais on peut réaliser également ce type d'aménagement. Et puis, moi, je dis toujours qu'il faut penser dans la globalité, il ne faut pas hésiter à faire une étude, de faire des mesures de vitesse, de faire une étude pour trouver la meilleure des solutions. Parce que voilà, il faut toujours un peu réfléchir avant d'agir. Et puis je pense que effectivement les bandes rugueuses, ça a été quelque chose. D'ailleurs, on ne recommande plus ce genre d'aménagement. Hein. Faire un vrai diagnostic préalable. Bon, merci à Michael Nevelec. C'est bon pour toi, Michael? Tu veux rajouter quelque chose? C'est bon. Parfait. Alors, on va aller un peu plus au sud, à La Neuville, devant Bayon. Une réalisation récente, et moi qui m'a plutôt bluffé quand on connaissait La Neuville devant Bayon
il y a quelques années et qu'on voit la réalisation qu'a réalisée l'équipe municipale autour de Maurice Barbezan, ça semble plutôt intéressant et surtout, je suis surpris du rapport qualité-prix de cette réalisation. Maurice, tu es avec nous? Oui, je suis là, merci. Voilà. Tu présentes? Oui, je veux bien. Donc, la commune de La Neuveville de Morbaillon tangente la route N57 Nancy-Épinal. Et ça nous amène un flux de véhicules très important, y compris d'ailleurs de véhicules qui transitent pour regagner Lunéville. On a, si on peut revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît. Oui, donc vous voyez que la Neuveville de Morbaillon est située sur le plateau et en dessous, on a toute la zone du Bayonnais où les gens viennent dormir tranquillement avant de repartir au travail, soit sur Nancy, soit sur Épinal. Donc, on a un flux de véhicules très important qui traverse le village. Et ce flux, alors on peut revenir à la suivante. Le flux, on l'a de 7h à 9h le matin et de 16h à 19h le soir, au moment où les véhicules, où les enfants vont à l'école, vont au bus, etc. Donc là, c'était quand même très embêtant. Et on avait, si vous voulez, les mots-clés que l'on peut prendre en considération, c'est le nombre de véhicules, la vitesse, le bruit, parce qu'en plus, on avait une bande de roulement qui était hors d'usage, et ça faisait beaucoup de bruit, et une présence importante de camions. Donc, devant cette situation, quand je suis arrivé maire, on m'a dit que c'était le dossier à traiter au niveau du village, avec une ruine qu'il fallait remettre en état. Et donc, il fallait travailler sur la sécurisation de la route. Alors, dans un premier temps, on a travaillé en relation étroite avec le CAUE et MMD 54. Avec le CAUE, on a fait un diagnostic en marchant, comme ils disent. Ils nous ont apporté un peu d'éléments de réflexion, notamment la nécessité peut-être de montrer aux véhicules, aux automobilistes qui quittent une route pour rentrer dans une rue et que normalement, ils doivent avoir un comportement différent. Il y avait aussi dans les mesures qui ont été faites le fait qu'au centre du village, la vitesse était à peu près respectée, mais aux extrémités, les véhicules allaient très vite, soit en entrant, soit en sortant, du village. C'est si vrai que les gendarmes refusaient de venir au centre du village en disant bon, là on n'a pas de vitesse dépassée. Voilà, alors si vous voulez, avec tout ceci, un travail important avec des sachants extérieurs, donc CAUE et MMD 54, on a pu réfléchir à un rétrécissement des voies aux entrées du village et en paysageant les abords. L'objectif étant de donner un effet de rétrécissement qui s'ajoute au rétrécissement réel réalisé. On a ajouté à cela 3 plateaux ralentisseurs à 75 mètres de l'entrée du village et puis plus au centre. Et on en a profité pour créer des trottoirs aux normes PMR pour les personnes à mobilité réduite. Et in fine, le tout s'est fait en relation étroite avec la DITAM, de manière à ce que ces travaux puissent être réalisés avant la réfection de la couche de roulement. On a également passé une convention avec le département de manière à réaliser des travaux aux normes au moins du moment. Et, ceci nous permettra de pouvoir bénéficier d'une aide amende de police. Voilà donc pour ce dispositif. Vous avez les chiffres qui s'affichent là. On a dépensé au total 250
250 000 € hors taxes. On a été subventionné par la DETR et les amendes de police. Et puis, on a engagé un autofinancement de 112 300 €. Pour pouvoir faire ce travail et avoir l'autofinancement, eh bien, on a vendu les terres agricoles qui ne nous rapportaient pas grand-chose et on a pu comme ça investir dans la sécurisation de la route. Alors, quel est le bilan? Le bilan au niveau du bruit, c'est extraordinaire. On a une diminution du bruit qui est vraiment… Maurice, je Oui. crois qu'on a une belle vidéo. On peut peut-être la regarder. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, oui. D'autant que c'est toi La qui l'as… précédente, on ne voyait pas trop avec le relief. Celle-ci, on voit bien. Hein. On est en train de passer sur le… On arrive au premier plateau. Vous voyez, à droite et à gauche, les aménagements paysagers qui ont été faits. Il ne faut pas oublier en plus qu'on a des cédés le passage qui aident bien à ralentir au niveau du centre du village. On arrive donc à ce deuxième cédé le passage. Voilà, on va passer bientôt au troisième. On a profité aussi pour remettre les passages de piétons en face des boîtes aux lettres. Voilà, et là, on arrive à un cédé de passage qui est suivi du troisième plateau. Il est là surtout pour les montants. Hein. Voilà, deuxième plateau. Et puis, on en a un troisième en bas et vous allez voir apparaître aussi les éléments paysagers. Il faut attendre un petit peu que ça pousse. Hein. Ça a été planté en janvier, donc on est au tout début. Et vous voyez qu'il y a de la circulation quand même. Hein. Voilà, donc vous voyez les aménagements à droite et à gauche. Alors, on a rétréci la route un petit peu et il a fallu négocier beaucoup avec les agriculteurs qui trouvaient qu'on les empêchait de travailler. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout se passe bien, il n'y a pas vraiment de souci. Très bien. Lequel de nos intervenants veut commenter cette réalisation? Moi peut-être, Cécile Galin, en réaction aussi par rapport à l'exemple de lettres sous amance avant, on voit que c'est quand même indispensable et que ça apporte souvent beaucoup de faire un peu des études diagnostiques et notamment des comptages pour vérifier la réalité des flux, parce qu'on voit que souvent il y a un décalage entre les flux de circulation ou la vitesse ressentie et la réalité. Et là, en l'occurrence, ce qui vous a aussi guidé à la Neuville devant Bayon dans les aménagements, c'est de constater vraiment les comportements réels de vitesse dans le village et voir où étaient vraiment les points de déplacement. Absolument. Donc, c'est vrai que des fois, on a l'impression, en vivant sur la commune, de bien savoir comment se comportent les automobilistes, mais avoir des comptages précis, ça apporte souvent un éclairage important pour la suite. Je peux compléter sur les éléments et le choix des plateaux surélevés. Bon, Cécile a bien parlé des problèmes des entrées et des vitesses constatées réelles sur les entrées, mais comme a dit M. Barbezan, le plateau central était surtout pour les montants, dans une situation où on a un carrefour pour lequel il n'y a aucune visibilité tant que vous n'êtes pas arrivé au niveau du carrefour. Donc là, c'était effectivement très important de les faire ralentir de telle façon que la visibilité puisse être acquise à faible vitesse et donc risquer le moins possible d'accidents. Oui, c'est vrai, hein, y a pas, je partage ce que dit M. François. D'ailleurs, je le remercie, ainsi que les gens du CAUE qui nous ont bien aidés à objectiver un petit peu l'ensemble des travaux. Bon, bel exemple aussi de travail avec la DITAM, hein, on a travaillé en bonne intelligence là-dessus. Le seul problème qui nous reste, c'est le problème de la traversée du village par des camions en transit qui passent de la Neuveville à Lunéville et qui n'ont rien à faire là. Leur place serait sur la 57. Et là, j'avoue qu'on a un peu de mal à faire entendre les choses au niveau de la DG Route, hein, sur lequel il n'y a pas beaucoup d'avancées. Tous les 2 mois, je relance
la sous-préfecture de Lunéville qui est chargée de ce dossier-là, mais j'avoue que là, c'est un peu compliqué. Très bien. Une remarque, s'il vous plaît. C'est Alain Franz, maire de Doncourt-les-Conflans. Vas-y, Alain. Oui, cet axe-là n'est pas considéré comme pour le transport exceptionnel? Non, il est exceptionnel à partir de Roville, mais ça ne nous gêne pas. Oui, mais parce que moi j'ai le cas sur notre commune, on est en transport exceptionnel. Donc, Monsieur Durand, il y a d'autres contraintes. Oui. Monsieur Durand du département, vous pouvez nous apporter des précisions là? Parce qu'on entend souvent cette problématique du gabarit des routes, de leur typologie, qui ne permettent pas, sur certaines, de réaliser certains types d'aménagements. Effectivement, ça inclut quelques contraintes, notamment de gabarit. Donc, il faut travailler les aménagements en conséquence. Je tiens à préciser que les itinéraires de transport exceptionnels sont gérés par l'État, que beaucoup sont supportés par les routes départementales, effectivement, et c'est une contrainte supplémentaire, mais qu'il faut intégrer, parce qu'il y a un aspect économique aussi important. Les conditions de circulation sur les autoroutes sont relativement complexes, parce que ce sont des véhicules déjà qui ont un gabarit qui dépasse la demi-chaussée, et puis également sur les vitesses d'avancement. Donc, il y a des problèmes de sécurité qu'il faut gérer. Donc, le département travaille en lien avec les services de l'État sur cette question. Très bien. Je voulais revenir par rapport aux deux exemples qu'on a vus. On voit la différence dans un aménagement ponctuel. Le premier, des bandes rugueuses, qui paraissait une bonne idée, mais qui, au final, n'en était pas une. Certainement parce que le projet avait manqué d'une approche générale, comme le disait le chargé de mission du CEREMA. Il est important de ne pas prendre un exemple qui a fonctionné dans une commune et de le reporter sur une autre, parce qu'on n'a pas forcément la même configuration et qu'on doit avoir cette vision globale, notamment sur les problématiques de lieux sur lesquels il y a des enjeux. Je pense aux écoles, je pense aux bâtiments publics, quand on a des circulations piétonnes. Donc, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble de la traverse, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, aménager une traverse complète sur nos villages meurthe-et-mosellans, qui sont plutôt en longueur, donc qui vont générer des coûts importants, il est indispensable déjà, pour ne pas rentrer dans des solutions pharaoniques qui vont déboucher sur zéro aménagement, de bien cerner cette problématique, savoir où on a des objectifs impératifs à faire respecter aux automobilistes. Ce que je peux dire, c'est qu'on a constaté depuis quelques années une augmentation des vitesses sur le réseau départemental. Alors, sur le réseau national peut-être, mais sur le réseau départemental, c'est sûr. Et que l'analyse des vitesses, au-delà des comptages qui sont importants, parce qu'effectivement, ils vont permettre de cibler certains types d'aménagements plutôt que d'autres, au-delà du comptage, l'analyse de la vitesse, et notamment, nous, ce qu'on regarde sur notre réseau, et je pense que c'est important aussi à regarder en agglomération, c'est ce qu'on appelle le V85, qui est la vitesse en dessous de laquelle circulent 85% des automobilistes. Parce que vous aurez toujours un ou deux automobilistes, ou en tout cas usagers de la route, ça peut être des motocyclistes, qui vont avoir des vitesses extrêmement importantes. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur un comportement global des usagers. On n'arrivera jamais à traiter l'ensemble des comportements. Thierry, sur cette question de la vitesse, j'ai une question de Francine Garnier que je salue. Comment on fait pour mesurer la vitesse? Alors, on a des éventuellement gratuitement. Alors, gratuitement, je ne sais pas. Moi, j'ai payé. En tout cas, MMD peut réaliser ces prestations. Alors, elles sont sous-traitées effectivement au conseil départemental. Nous, on a une organisation pour nos 3200 km de route de 2 agents chargés du comptage et de l'analyse des trafics. Et pour faire l'ensemble du département, c'est vraiment une organisation qui aujourd'hui est dimensionnée pour réaliser que des prestations en interne pour le département. On peut répondre favorablement
aux sollicitations de MMD sur la mise en place de compteurs. Mais c'est à voir en fonction de notre plan de charge, enfin du service exploitation et déplacement, parce qu'il faut trouver le temps disponible pour le faire. Voilà. Mais sinon, il y a des entreprises qui réalisent aussi ces vitesses. Généralement, ça se fait sur une semaine. Donc, ça veut dire qu'il faut venir mettre en place les dispositifs de comptage qui sont aujourd'hui des dispositifs radar à effet Doppler, donc qui sont relativement précis. Et ce qui est important aussi, c'est de visualiser la nature du trafic, savoir si on est sur du VL ou sur du PL. Et c'était le cas sur la RD9, où on a un trafic effectivement de rabattement qui se fait pour rejoindre depuis la RN57 la 33. Et là-dessus, il y a un travail avec les services de l'État et c'est vrai qu'on n'a pas encore de réponse. On a fait une proposition de mettre en place un itinéraire conseillé par le réseau routier national, ce qui serait quand même beaucoup plus adapté. L'État en a convenu, les services de la préfecture. Après, ça remonte au ministère et aujourd'hui, ça n'a a priori pas encore été tranché pour mettre en place simplement ces panneaux sur le réseau routier national. D'accord. Et de toute manière, la nécessité de mesurer les vitesses, c'est une histoire de diagnostic de la situation, vous l'avez bien dit, mais pour obtenir certaines subventions, je pense au fonds des amendes de police, c'est aussi nécessaire de savoir dans quel type de catégorie on se situe. C'est bien ça? Par rapport au trafic? Et la vitesse éventuellement exagérée des véhicules. Oui, c'est pour ça que nationalement, on prend comme comparatif ce qu'on appelle le V85. Voilà, si sur une route à 50 km/h, on a un V85 qui est à 50 km/h, on estime que ça va être difficile de descendre en dessous parce que vous allez toucher 15% d'automobilistes qui, de toute façon, ne se sentiront jamais concernés par cette problématique-là. Il faut travailler sur ceux qui augmentent leur vitesse parce qu'ils sont un peu étourdis, parce qu'ils pensent à autre chose et qu'ils accélèrent naturellement. Les véhicules aujourd'hui, on n'a plus l'impression forcément d'être à des vitesses élevées. Donc, il faut vraiment travailler sur ces 85% d'usagers. Mais toute la difficulté va être de trouver une bonne approche entre le fait de forcer, entre guillemets, les automobilistes à ralentir et le fait de ne pas les mettre en insécurité non plus. Voilà, la route doit rester sécuritaire aussi pour l'usager de la route. D'accord. Très bien. Il y a des questions nombreuses sur la question des céder le passage et des stops sur une route principale. Donc, Joël Donatin demande, concernant les céder le passage, y a-t-il une règle particulière d'implantation, visibilité, par exemple? Et il y a une remarque plus consistante de Philippe Birkener qui dit, réglementairement et sur le plan de la logique, c'est une aberrance d'utiliser les stops et céder le passage pour faire baisser la vitesse et donner priorité à des rues communales par rapport aux voies prioritaires et plus importantes. Au sens du code de la route, les règles de priorité ne sont pas liées à la réglementation sur la vitesse. Dans un autre contexte, on vous parlerait du détournement de la loi et des règlements. Alors, j'aimerais que nos techniciens viennent sur cette question-là. Et puis, je donnerai aussi la parole à Rudy Arnold. C'est un gros projet d'aménagement de cette traverse à Ognéville. Nous vous écoutons. Si je peux me permettre, effectivement, j'étais un peu surpris de voir des céder le passage sur la voie principale. C'est des choses qu'on ne voit vraiment pas très souvent. Et d'ailleurs, je pourrais faire remarquer que quand vous avez tourné votre vidéo, vous n'êtes jamais arrêté, jamais ralenti au niveau du passage du passage. Donc, on peut se poser la question sur l'efficacité. Un céder le passage, alors un stop, pourquoi on met un stop? On met un stop quand on n'a pas de visibilité. Ça veut dire qu'on oblige un automobiliste à s'arrêter pour avoir la visibilité. Donc,
souvent, c'est en milieu urbain, c'est dans des configurations d'intersection où le bâti est relativement proche et donc on n'a pas de visibilité, donc on met un stop. Sinon, il n'est pas conseillé de mettre un stop parce qu'on risque de ne pas le respecter non plus. Le stop, il faut qu'il soit respecté. Si l'automobiliste trouve qu'il y a un stop qui ne sert à rien, et c'est un peu le cas, à mon sens, pour les CD de passage, hein, l'automobiliste ne va pas le respecter. Et il va prendre le pli de peut-être jamais le respecter. Donc, il ne va plus le respecter, et le jour où il devra le respecter, il y aura peut-être un accident. Donc, voilà. Alors, pour réguler les vitesses, la priorité à droite, c'est un bon élément, hein, parce qu'on met en insécurité l'automobiliste. Donc, quand on traverse un village, on sait qu'à partir du panneau d'entrée d'agglomération, normalement, la règle est la priorité à droite, sauf, effectivement, si on met un stop. Mais, d'une manière générale, on est en priorité à droite. Donc, normalement, c'est une bonne signalisation, un bon aménagement pour faire réduire les vitesses. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes disent effectivement, on met un stop parce qu'on n'a pas de visibilité. Mais il ne faut pas oublier cet aménagement, enfin ce type de réglementation qui est la priorité à droite et qui est efficace pour réguler les vitesses. Mais alors, c'est légal ou c'est pas légal? Pas la vitesse. André, est-ce que c'est légal ou ça n'est pas légal? C'est légal. C'est tout à fait légal. C'est légal parce que c'est la réglementation, c'est le panneau d'entrée qui nous donne cette règle. Le panneau d'entrée nous dit qu'effectivement, à partir de ce panneau-là, s'il n'y a pas de signalisation spécifique, c'est la priorité à droite qui est la règle. Oui. Après, effectivement, si on met un stop, effectivement, c'est une autre réglementation, mais à partir du moment où il n'y a pas de réglementation, où il n'y a pas de signalisation verticale et horizontale, c'est la priorité à droite qui fait foi. Oui, en réalité, si on laissait uniquement les priorités à droite, les gens ne s'arrêtent pas. Tandis qu'avec la bande montrant qu'il y a un cédé le passage qui fait office en fait de priorité à droite, puisqu'on a deux rues qui viennent de la droite, c'est quand même beaucoup plus efficace. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas en totalité dans la journée, mais quand vous sortez de la rue de Bainville pour aller sur la D9 le matin, s'il n'y a pas un système pour faire passer les gens, on ne passe pas, quoi. Je veux dire, c'est un flux permanent de véhicules. Donc, quelque part, il faut bien qu'on arrive à desservir le passage. Et d'autre part, la vitesse dans le centre, grâce à ça, est ralentie. Et jusqu'à présent, et je touche du bois, nous n'avons pas eu d'accident. Donc, je pense quand même que c'est un bon outil et je n'aimerais pas m'en dessaisir. Si je peux me permettre, pour compléter, M. Barbezan, c'est un outil, on est bien d'accord. Simplement, pour compléter ce que disait aussi M. Hessler, c'est le risque de non-respect peut être effectivement un danger important. Sur des voies secondaires où il y a très peu de circulation, comme la route de Blainville que M. Barbezan citait, ce qu'il faut surtout, c'est faire comprendre aux pratiquants de ces routes-là que même s'ils ont la priorité réglementaire, il faut qu'ils aient un comportement très serein pour ne pas s'aventurer sur une route sans faire attention. Parce que là, on a un risque fort dans la mesure où on a sur la D9 un non-respect assez récurrent des cédés le passage. Très bien. Il y a une autre question technique. Quelqu'un qui dit « Je pensais que les passages piétons étaient interdits sur les plateaux ». Puis je donne la parole à Rudy. Ah non, c'est l'inverse. Alors, ça dépend.
André Isler? Ça dépend de la longueur du plateau. C'est vrai que c'est pas conseillé de mettre un passage piéton sur un plateau. Mais si on a un plateau de grande dimension, effectivement, ou alors si on est dans un flux important de piétons, si on a un passage important de piétons, effectivement, on peut mettre un passage piéton. C'est pas interdit. Il n'y a pas d'interdiction. Mais c'est suivant la grandeur du passage du plateau, c'est plus ou moins non recommandé. Mais c'est pas interdit. Il n'y a pas d'interdiction. Il faut se dire une chose que en aménagement urbain, il n'y a pas beaucoup d'interdits. C'est des recommandations qu'il va falloir appliquer. Et en particulier, je ne sais pas si vous avez eu le souci avec les plateaux, justement, on parle des plateaux et des ralentisseurs, ce qui est normé de ce qui est de la recommandation. Donc, il y a les dos d'âne et les plateaux trapézoïdaux qui sont normés. Il y a une norme tout à fait établie, alors que les plateaux, ce sont des recommandations. Donc, effectivement, encore une fois, quand on parlait de la responsabilité du maire, c'est là qu'il faut faire un peu la part des choses. Si on met un dos d'âne ou si on met un passage piéton trapézoïdal, voilà, il faut qu'il respecte la règle. Et effectivement, le maire peut être la commune peut avoir des soucis si elle n'est pas dans la règle. Alors que le plateau, c'est des recommandations, c'est des règles de l'art qui sont appréciées après, suivant les jurisprudences qui existent. Voilà, c'est là qu'il faut faire un peu la part des choses. En urbain, il y a beaucoup d'adaptations au contexte. Encore une fois, comme disait l'un des interlocuteurs, on ne doit jamais faire de copier-coller. On ne doit jamais faire de copier-coller. C'est suivant au cas par cas, suivant le contexte. Et on a, pour le cas de la Neuveville de Morbaillon, on a passé une convention avec le conseil départemental en respectant ce que nous a dit le conseil départemental, notamment pour les rampants, pour la longueur. Et je crois que les aides liées aux amendes de police, on ne les a pas que pour la vitesse. Je pense qu'il faut le passage pour piétons s'avère indispensable pour pouvoir bénéficier de l'amende de police. Très bien. Rudy Arnold qui souhaitait poser une question. Rudy, maire d'Ognéville, qui a un gros projet de traversée. Sinon, on va aller prendre l'exemple suivant à Maron, où peut-être on peut répondre à la question: a-t-on le droit de mettre des stops dans la traversée du village? On va le réévoquer avec d'autres cas. C'est pour faire la synthèse sur cette question. Quand on est la route principale, est-ce qu'on peut mettre un stop sur la route principale? On va avoir l'exemple de Beaumont, mais les techniciens, vous pouvez répondre? Moi, dans le cadre du pouvoir de police, le maire peut mettre un stop. Après, il faut que ça reste cohérent avec l'environnement. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas définir une règle générale, mais il faut vraiment qu'on se projette sur l'ensemble de l'aménagement, voir si ça a un intérêt et si ça ne va pas générer d'effets pervers, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Parce que, effectivement, à force de voir un stop, les gens vont plus s'arrêter. Et surtout quand ils vont voir personne sortir au bout d'un ou deux, trois passages, parce qu'on est sur des trajets, on le voit bien, pendulaires. Ce sont des gens qui partent le matin, qui rentrent le soir. Donc, les questions ne sont pas forcément les mêmes sur des trajets de transit où les gens découvrent l'aménagement. Il y a des aménagements auxquels on peut penser que ce soit pertinent, mais au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, les gens vont s'y habituer et n'y prêteront plus attention. Donc cet élément-là aussi, quand on parlait de la nature du trafic, elle est à prendre en compte dans la réflexion qu'on doit avoir. Très bien. On va aller à Olivier, s'il te plaît, j'ai une question à poser. Vas-y, René. Personne ne parle des tapis berlinois, là, par exemple, qui normalement sont interdits. Oui, alors, Thierry Durand ou André Isler, vous voulez répondre? Oui, je voudrais encore dire, ils ne sont pas interdits.
l'important, c'est de respecter la réglementation, les recommandations du CEREMA. Ils ne sont pas interdits. Ils ne sont pas interdits. Simplement, il y a une mise en œuvre qui doit être respectée. Il y a une certaine disposition. Voilà. Ils ne sont pas interdits. Ce ne sont pas des éléments interdits. Alors, effectivement, il y a une association encore qui travaille sur le fait que le caoutchouc qui est utilisé n'est plus réglementaire. Voilà. Mais finalement, à partir du moment qu'on est dans une norme, qui respecte le matériau, le coussin berlinois n'est pas interdit. Alors, Thierry Durand va réagir parce que moi, je me rappelle, quand j'étais conseiller départemental, il y a certains endroits, le département avait fait démonter des coussins berlinois. Qu'en est-il aujourd'hui? C'était il y a quelques années. Oui, eh ben, c'est toujours la même chose parce qu'ils ne sont pas autorisés sur le réseau départemental. Autant on peut les concevoir dans une agglomération sur des voiries plus locales. Il y a des problèmes effectivement de fixation, de tenue dans le temps, de dangerosité si les éléments s'en vont, et également pour la viabilité hivernale, le fait de passer avec des lames sur des dispositifs qui sont spités dans les enrobés, ça pose des problèmes de sécurité. Donc, dans le règlement, effectivement, et dans les conventions qu'on passe avec les communes, on n'accepte pas ce type de dispositif. Je confirme. Bon. Donc là, être vraiment prudent dans l'installation, de manière pour tout, peut-être prudent et prendre conseil. Alors, on va filer à Maron, où là, on va traiter de deux sujets, des écluses et de feux asservis. Donc, petite présentation de la situation. Rémi Magnette est avec nous. Et là, vous avez un peu de recul sur vos installations à Maron. Voilà. Rémi, tu es avec nous? Oui, bonsoir à tous. Merci de Maron, donc on est un peu sur l'axe Toul-Lunéville. Et en même temps, on est un peu parallèle à l'A33. Et ce qui fait qu'on est un vrai palliatif les jours d'embouteillage et même les autres jours également, avec aujourd'hui une circulation d'environ 13 000 véhicules à la semaine. 13 000 véhicules, comment, à la semaine? 13 000 véhicules, véhicules légers à la semaine. C'est pas beaucoup. Comment? C'est pas beaucoup. Moi, c'est 6 000 jours. Ah oui, je sais. J'ai vu que j'étais un petit joueur. Avec aussi, bien entendu, des poids lourds. Bon, la circulation des poids lourds est interdite. On en a environ 140 quand même dans la semaine. Pareil, ce sont des véhicules qui vont souvent sur la zone commerciale des techniques industrielles de Neuve-Maisons. Et on avait des relevés de vitesse qui dataient de 2011, avec une V85 à l'époque d'environ 58 km/h et des vitesses assez excessives. On avait par exemple 15 véhicules semaine à plus de 90 dans un village où la route est relativement étroite. On a travaillé avec LMD 54, bien sûr, on a travaillé avec le CEE aussi, pour essayer de réfléchir à une amélioration de la circulation, une baisse sensible, tout en évitant en même temps d'arrêter les gens à des stops un peu improbables. On a un stop sur le seul carrefour central de la commune. On a quelques ruelles qui sont traversantes, qui ne sont pas prioritaires pour l'instant. Certains réfléchissent et voudraient les rendre prioritaires. Vu ce que je viens d'entendre, c'est une question qui fait encore débat. On a réalisé un petit film, je ne sais pas, Olivier, si on le présente maintenant. Donc là, vous avez voilà. l'axe principal. Voilà, les deux axes principaux de la commune. Voilà, donc à gauche, vous avez direction Toul, à droite, direction Neuve-Maisons, en haut vers Nancy, et après le carrefour vers le bas, vous allez à Sexay-aux-Forges. Sexay-aux-Forges avait une certaine réputation à une époque, c'était la ferme de l'évêché de Toul. Donc c'était un axe qui était important il y a quelques siècles en arrière. Donc on a fait sur l'aménagement des chicanes en entrée de commune sur la route partie Neuve-Maisons, et également un feu asservi. Donc là, vous avez un petit film qui va démarrer là, peut-être. Oui. Voilà.
Ça, c'est Donc, le feu asservi. Le feu asservi, il est au fond. Il devient, à un moment donné, c'est un feu qui reste rouge. Si le véhicule va à une vitesse raisonnable, il redevient vert rapidement, dès que le véhicule s'approche du feu. C'est un feu qui est naturellement au rouge. Il y a deux façons d'asservir le feu. C'est un feu rouge qui devient vert quand il détecte un véhicule. Ça, c'est autorisé. Le contraire, un feu qui deviendrait rouge, c'est interdit. Vous avez peut-être un autre film, non, je ne sais pas. Vous n'aviez Non, on n'en a pas d'autre. D'accord. Ok, d'accord. L'intérêt est assez efficace au niveau de la population. Les riverains, bien entendu, sont particulièrement satisfaits. L'ensemble des véhicules, généralement, continue de rouler à une vitesse modeste parce qu'après ce feu, on arrive dans la partie plus centrée du village. Et globalement, les gens continuent de rouler à une vitesse assez prudente. Aujourd'hui, on a une V85 qui est tombée à 50 km/h. C'est quand même relativement satisfaisant, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Aller en dessous de 50, c'est un peu mission impossible. Donc, on est relativement satisfait sur cet axe. Pas mal d'administrés nous demandent de faire la même chose sur la suite, sur la rue qui s'appelle la rue de Toul, donc qui va vers la ville de Toul, bien entendu. Alors, voilà, le coût, 16 000 €. 16 000 €, oui. Avec, en plus, on rajoute quand même le courant distribué par Enedis. On n'a pas posé de compteur dans la mesure où la consommation est constante. Le feu fonctionne tout le temps de la même manière. Enedis est capable de nous dire combien on doit. Si vraiment il était en panne, il viendrait automatiquement orange clignotant, donc la consommation resterait la même. Donc on n'a pas mis de compteur. Ah, vous n'avez pas eu l'obligation de mettre de compteur? Non, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Très bien. OK. Alors, après 2 chicanes, il y a une chicane auparavant, donc à environ 75 mètres de l'entrée du village, bien sûr, qui marche pas mal. Sur l'autre axe, sur la route de Toul, on a mis une double chicane qui est en essai, qui a été mise à la fin du mandat précédent. Les riverains sont assez mécontents. Puis, il y a plusieurs choses qui les gênent. C'est les coups de klaxon, c'est les invectives, c'est les doigts d'honneur, et c'est les coups de frein, etc. Donc, c'est un système sur lequel on va revenir. On s'est rapproché d'un cabinet d'études pour voir en quoi on peut améliorer la situation. Pour l'instant, on n'est pas satisfait. La double écluse n'est pas une solution qui nous semble. Alors, précision, qu'est-ce qu'une double écluse? Eh bien, c'est 2 écluses qui se suivent. Il y a environ 150 mètres entre les deux. C'est-à-dire des chicanes, si on veut, avec passage d'un seul véhicule à la fois. D'accord, très bien. Peut-être des commentaires de nos techniciens qui connaissent la situation, les feux asservis, les chicanes? Alors, j'aurais effectivement plusieurs remarques. Je pense que vous êtes trompé sur la distance entre les deux parties de l'écluse, double écluse. Vous avez parlé de 150 mètres, elles sont plus rapprochées que 150 mètres. Elles ont, oui. Oui, elles ont, je n'ai pas la mesure en tête hein, parce que je ne les ai pas mesurées, mais elles doivent avoir une vingtaine de mètres entre les deux. Non, sur la double écluse, je parlais de la rue de Toul. Rue de Toul, il y a au moins 150 mètres entre les deux. Voilà. Donc, une double écluse avec 150 mètres, ce n'est pas une double écluse. Ah bah non, mais il y en a deux. Les 2 écluses, donc voilà, ça ne fonctionne pas très bien. Une double écluse avec un trafic déjà comme le vôtre, avec une récurrence de croisement, ça peut avoir une certaine efficacité, effectivement, lorsqu'il y a double écluse. Une simple écluse, on l'élude assez rapidement et donc ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Sur le feu asservi, je reviendrai sur les comptages qu'on a effectués pour vous. Je n'ai pas la même analyse que vous, j'irai sur l'efficacité parce que on a fait effectivement un comptage qui est en gros à 50 mètres, un peu plus de 50 mètres de ce feu asservi. On a fait un comptage de l'autre côté, dans l'autre axe, côté Toul, avec une configuration de bâti qui est à peu près similaire dans les deux côtés. Et on arrive au même résultat d'excès de vitesse d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que
si on fait la comparaison, il n'y a pas un effet magistral du feu par rapport à un axe où il n'y a pas de feu. Et l'autre remarque, c'est on a un excès effectivement par rapport aux 50 km/h qui n'est pas excessif, puisque au V85, on est à 50 km/h. On a quand même 13% qui dépassent 50 km/h, mais la commune est à 30 km/h. Et 30 km/h, on a 94% qui dépassent les 30 km/h. Ah bah oui. Oui, mais on est quand même à un chiffre, si on va jusqu'à 50 km/h, parce que 50 km/h, ça reste quand même relativement raisonnable. Et là, on a un chiffre qui est quand même nettement plus intéressant. On a beaucoup moins de véhicules qui sont au-dessus de 50 km/h. Là, pour reprendre les termes de Thierry Durand, effectivement, il vous reste les irrécupérables, les 15%, Oui. où de toute façon, vous n'arriverez pas à gérer ces 15%. Oui, c'est ce qu'on s'était dit quand on s'était vu. Tout à fait. Monsieur François, pardon. Rémi Magnette nous dit qu'il est satisfait, qu'il y a une réduction des vitesses. Et Monsieur François, vous nous dites que ce n'est pas si net que ça. Je ne comprends pas. Alors, je n'ai pas l'antériorité, je dirais, des comptages qui ont été faits avant les aménagements pour vérifier l'efficacité. Est-ce que l'efficacité est due exclusivement au feu ou ne serait-ce que la présence du passage piéton, ou est-ce que c'est les écluses en amont qui font l'effet? Simplement, je fais un élément de comparaison sur deux axes, côté Toul, côté Neuf-Maisons, qui sont similaires dans la conception, et je n'ai pas de différence de niveau de vitesse notoire entre les deux, un avec feu, l'autre sans feu. Voilà. Par contre, sur les relevés de 2011, la rue de Flavigny où on a installé le feu était vraiment le plus mauvais élève des 4 rues de Marron. On avait vraiment des excès très importants à l'époque, qui ont quand même beaucoup baissé depuis. Alors, Thierry nous dit que la vitesse est limitée partout à 30 à Marron. Non, pas partout, mais dans la partie assez centrale, oui. D'accord. Très bien. On va aller voir l'exemple de panne. C'est une réalisation d'une autre nature paysagère en bord de route. J'ai souhaité la présenter parce que elle est particulièrement économique, considérant que c'est l'équipe municipale qui réalise une bonne partie des travaux. On vous avait promis des dispositifs que l'on présenterait qui ne sont pas très coûteux, accessibles. Et je pense que l'exemple de Panne est intéressant. Gérald, tu es avec nous? Oui, oui. Gérald Brady, nouveau maire de Panne. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Alors, Panne. Alors, Panne se situe sur l'axe Toul-Verdun. Donc, alors, je n'ai pas les chiffres exacts des véhicules, mais c'est une grande quantité de véhicules de VL et surtout de poids lourds. Voilà. Donc, en fait, l'intérieur du village est composé d'un S et en fait, les deux rues sont en pente. Donc, ce qui augmente aussi la vitesse quand les véhicules arrivent dans le centre du village. Et quand ils sortent, en fait, ils réaccélèrent aussi. En 2019, on avait réalisé des travaux sur la partie haute. Oui, c'est la partie qui vient de Verdun. On était passé par un bureau d'études et un bureau d'études qui nous avait fait une proposition intéressante, du coup qui reprend un petit peu tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est-à-dire création de stationnement, les chemins piétons à l'extérieur de la route.
Alors ça, c'est le carrefour. Ça, c'est le carrefour au centre du village où on a l'axe principal et on a la route qui va au lac de Madine, donc qui est assez fréquentée. Et on avait des massifs, comme vous pouvez voir, avec un morceau de trottoir le long de la route. Donc, c'est autant dire que ces trottoirs étaient très, très peu utilisés parce que très dangereux. Donc, ce qu'on a fait, donc ça, c'est des travaux qui ont été commencés plus tôt l'année dernière et cette année. Donc, en fait, on a supprimé la partie du trottoir et on a augmenté, on a réélargi les massifs. Voilà. Et toujours avec le conseil de Monsieur François, là, de MMD, on a recréé des chemins piétons dans les espaces verts. Ce qui permet du coup de vraiment, vraiment sécuriser les piétons du village. Quoi dire d'autre? Ce que disait Olivier, c'est que c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir une équipe municipale qui est assez dynamique. Et du coup, tous ces travaux-là, en fait, on les fait petit à petit et on les fait par nous-mêmes. Après, on est obligatoirement obligé de passer par des entreprises, par exemple les revêtements de sol, mais c'est quand même, c'est le seul coût vraiment du dispositif, quoi. Voilà, donc l'année dernière, le dispositif avait coûté 3 000 € uniquement de revêtement de sol, et cette année, ça a coûté 5 000 €, pareil, uniquement le revêtement de sol. Voilà. Très bien. Impeccable, merci Gérald. Des commentaires, Monsieur François, peut-être? Oui, c'est un exemple intéressant dans le sens où, avant de rechercher impérativement le ralentissement des vitesses, l'axe prioritaire, c'est la sécurisation des piétons dans la vie du village. Donc là, avec ces protections-là, même avec des vitesses qui sont excédentaires, le piéton est tranquille, il est dans son espace protégé du trafic. D'accord. Alors, le fait que le conseil municipal réalise les travaux, moi, je félicite, mais ce n'est pas possible partout. Ah bah, c'est sûr. Tu es d'accord, Gérald, hein? Ah non, mais j'en suis conscient. Mais après, quand on est un petit village comme le nôtre, avec peu de moyens, ça montre qu'on peut faire quand même des choses avec un peu de bonne volonté et quelques milliers d'euros. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on souhaitait mettre en avant. Je sais qu'on a avec nous Nicolas Poulouin, qui est un spécialiste des questions de vélo. Il est intervenu dans le chat tout à l'heure. Et là, on a un exemple où on dit il y a une place pour la voiture, il y a une place pour le piéton. Dans les différents aménagements, Nicolas, si tu es encore avec nous, est-ce que tu souhaites réagir? Et on va aller voir d'autres, on va entendre d'autres exemples ensuite. Ah ben non. Alors, c'est pas grave. On va aller à Beaumont. Christophe Cioli est avec nous. Beaumont, c'est une autoroute, pour ceux qui connaissent, sur l'axe Pont-à-Mousson-Commercy. Christophe, tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Voilà, impeccable. On t'entend, très bien. Alors là, on est dans la situation, je te donne la parole. Ce que tu as fait, c'est vraiment extrêmement large, Beaumont, et donc vous avez mis des cédés le passage. Hein. Oui, tout à fait. Alors, Beaumont, pour une description assez succincte, Beaumont, c'est un village-rue d'après-guerre, 1 kilomètre de distance, un village de 70 habitants. Ce qui se passe, c'est que Beaumont, cette grande rue, c'est une route départementale, la RD 958, qui, en son milieu, est pas traversée, mais vient mourir dessus une autre route départementale, la 907. Donc, l'axe principal, la rue du village, en fait, c'est l'axe Pont-à-Mousson-Commercy.
alors que la 907, la RD 907, c'est la route qui vient de Toul, hein, pour décrire. On avait un problème qui était récurrent depuis de nombreuses années par rapport à la sécurisation du village, parce que vous imaginez bien qu'un grand axe qui est classé en convoi exceptionnel, route à grande circulation, est géré totalement par le département. Et on avait depuis des décennies des problèmes de sécurité rien que par la vitesse, puisque vous aviez notamment des convois routiers, des camions, des tracteurs agricoles, vraiment de nombreux convois exceptionnels aussi avec les éoliennes notamment, mais pas que. On a des traversées souvent de bateaux à travers cet axe. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que c'est un axe vraiment extrêmement fréquenté et qu'on n'avait pas grand moyen justement pour sécuriser les lieux, puisque auparavant, il y avait uniquement que 2 passages piétons et des plaintes sans cesse de familles par rapport à la vitesse, par rapport au défaut de priorité, enfin voilà, tout un tas de problèmes. Donc la priorité était auparavant donnée sur cet axe principal, l'axe rue du village, Pont-à-Mousson-Commercy, et voilà, c'était cet axe-là qui était prioritaire. Alors, n'ayant pas de moyens, ayant une gestion qui est dévolue au département de Meurthe-et-Moselle, du fait de ce classement en convoi exceptionnel et route à grande circulation, c'est vrai qu'on est extrêmement limité, bien malheureusement, sur les aménagements. Alors, il est clair que c'est malgré tout un garde-fou pour permettre de ne pas laisser faire n'importe quoi, parce qu'il est clair que certaines communes peuvent être tellement désemparées qu'elles sont prêtes à aménager quasiment n'importe quoi pour remédier à leur problème, qui est la vitesse, le danger de la route. Mais c'est un problème par ailleurs, puisque ne pouvant pas faire grand-chose, on n'a pas beaucoup d'armes pour se battre. Donc, ce qui s'est produit, c'est que le conseil municipal de Bourmont, il y a maintenant de cela environ 5 ans, a décidé d'inverser l'ordre des priorités en donnant la priorité à l'axe de la RD 907, donc en venant de Toul, et qui a priorité de passage par rapport à l'axe principal de la rue du village. Alors, c'est clair que les débuts ont été un peu calamiteux, puisque bon nombre d'habitudes étaient prises, et en l'occurrence de mauvaises habitudes, y compris par même des camions étrangers qui, voyant un axe dégagé, élargi dans le village, prenaient un peu trop ses aises, et on avait des excès de vitesse extrêmement fréquents. Enfin, c'était de l'ordre, il y avait eu un comptage, mais c'était plus de 75% des véhicules qui étaient en excès de vitesse. Alors, cet aménagement, ça a été simple, ça a été accompagné d'un rebalisage, d'un marquage au sol également. Alors, balisage assez important sur le kilomètre d'étendue du village, en mettant des balises assez nombreuses pour faire un effet de rétrécissement de voie, et également en aménageant des parkings, des places de parking, en essayant de faire un rétrécissement de cette voie, parce que la voie de circulation était aux alentours de 10 mètres. Alors qu'un convoi exceptionnel a besoin, je crois, si mes souvenirs sont bons, ça doit être 6,50 m, je crois. Donc, on a vraiment essayé de créer cet effet de rétrécissement, de marquage au sol, donc de places de parking, de zébras, balisage et inversion de cet ordre de priorité. On a eu quelques accrochages, il faut le dire, sans grande gravité. Et depuis maintenant, 3-4 ans, je dirais qu'on n'a plus aucun accident. On n'a pas remédié à tout, c'est clair. Moi, j'estime qu'on a tout de même remédié à au moins la moitié des excès de vitesse ou des comportements dangereux qu'on pouvait constater dans le village. On y a remédié.
il serait nécessaire, évidemment, d'aller plus loin et de faire dans le village des aménagements beaucoup plus élaborés, des rétrécissements de voies, voilà, d'autres aménagements. On doit se concerter avec le département parce que là, j'avoue que je n'ai toujours pas eu d'effet concret justement sur la concertation que j'aimerais avoir avec le département pour trouver ces aménagements-là. Donc, je fais un appel du pied. On l'a entendu, Voilà. Christophe. Je vais donner la parole à Thierry Durand, mais les coûts sont extrêmement modérés. Hein. C'est très modéré. Oui, un peu de signalétique au sol, de céder le passage. Alors, ça a été fait il y a plusieurs années. Maintenant, il serait nécessaire de remplacer quasiment toutes les balises et de remarquer ces zébras et ces bandes réfléchissantes. C'est clair, mais on en avait eu pour l'ordre de 10 000 € environ, ce qui est, somme toute, assez modeste, mais c'est sûr que c'est un investissement pour une commune comme la nôtre, qui est très petite, puisqu'elle fait... Notre commune, géographiquement, elle fait de l'ordre de 3 km². Donc, vous imaginez, on est petit, on n'est pas nombreux. Et comme bon nombre de petites communes, voilà, on fait avec les moyens, mais on peut compter également sur beaucoup de bénévolat. Et c'est ça qui fait la différence et l'implication de la plupart des habitants du village. Thierry Durand, un commentaire? On a pris un petit peu de retard. On a encore quelques exemples à vous présenter. Thierry? Alors, oui. Donc déjà, j'ai pris note pour la concertation. Je vous attends. Pas de problème. Ce que je voulais dire sur ce type d'aménagement, mais Monsieur le maire l'a bien souligné, c'est que ça nécessite un entretien et une rénovation particulière. Parce qu'on est sur de l'aménagement presque, entre guillemets, provisoire, dans la limite où, en termes d'esthétique, on n'a pas des bordures de trottoir, on n'a pas des effets pérennes dans le temps. Donc, on voit que c'est efficace, donc c'est bien. Et après, c'est peut-être en cohérence aussi avec les capacités budgétaires de la commune. Mais il faut être très vigilant sur les choses qui vieillissent et qui donnent après un sentiment d'abandon à l'automobiliste, ce qui peut générer un problème de comportement aussi. Voilà, donc il faut être très cohérent. Sur la question des rétrécissements de largeur de voie, pour moi, c'est effectivement important. On sait qu'il y a une corrélation entre la vitesse et la largeur de la voie. Ceci dit, on a des dispositifs comme le vôtre, monsieur le maire, qui sont faits à moindre coût, mais avec un problème de pérennisation dans le temps. On a des dispositifs beaucoup plus lourds, mais qui ont l'inconvénient de coûter beaucoup plus cher. À ce sujet, quand on a des rétrécissements de voies, le département a voté il y a quelques années donc, un règlement qui fixe une subvention supplémentaire à la commune par rapport au rétrécissement de la chaussée. On lui redonne sous forme de subvention, admettons une chaussée de 10 mètres qu'on passe à 6 mètres, on lui donne l'équivalent de 4 mètres de tapis d'enrobé financièrement, dans le cadre de l'aménagement. Donc, c'est un des dispositifs qui peuvent venir pour inciter effectivement le rétrécissement des voies ou l'organisation de stationnement, profiter du rétrécissement de cette voie. Il y a un autre point, Olivier, que je voudrais souligner, parce que la personne de l'association de vélo n'était pas présente, mais c'est qu'effectivement, dans les aménagements de demain, il faut prévoir le partage de la route, il faut prévoir des accompagnements sur les pistes cyclables qui sont aussi un moyen de ralentir la vitesse quand on a plusieurs types d'usagers qui sont sur la route. Et aujourd'hui, je sais que plusieurs communautés de communes travaillent sur des schémas de mobilité active. Et il paraît important aussi d'intégrer cette dimension modale dans les aménagements à l'avenir. La route, ce n'est pas que pour l'automobile, c'est aussi pour d'autres moyens de déplacement. Est-ce que Nicolas Poulouin, là, qui vient de nous rejoindre, veut dire un petit mot sur la place du vélo et l'apport qu'il peut être pour montrer que la route, eh bien, elle doit être partagée, elle n'est pas qu'à la voiture?
Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, merci Olivier pour nous donner la parole. Oui, j'ai eu une coupure de connexion. Donc, oui, dans tous les aménagements qu'on a vus, effectivement, c'est effectivement pour ralentir les voitures. Mais ce qu'il faut, comme le dit Thierry Durand, il faut effectivement aussi intégrer les aménagements pour sécuriser la circulation des modes actifs, que ce soit, bon, on l'a vu avec les trottoirs, mais également avec sur la voie routière, sur la voie de circulation aussi pour les vélos. Je pense notamment à certaines chicanes ou bypass qui ont été, enfin ou écluses qui ont été réalisées, effectivement pour dans certains cas quand même prévoir un bypass pour les vélos sur le latéral, hein, histoire de pouvoir leur permettre d'avoir une continuité de circulation et ne pas être serré non plus au moment des passages de chicane. Et effectivement, il y a aussi des dispositions nouvelles, enfin pas nouvelles puisque ça date quand même de la loi sur l'air il y a pas mal d'années et qui est maintenant dans le code de l'environnement sur l'obligation de prendre en compte effectivement les aménagements pour les vélos dans toute rénovation et réfection de voirie. Donc voilà. Et effectivement, alors juste pour préciser, moi je représente l'association Vélo Mobilité Active Grand Est. On est une association d'usagers. Et on est là effectivement pour apporter un petit peu ce qu'on appelle l'expertise d'usage. André Isler est un expert technique du CEREMA sur les conceptions, sur les recommandations et sur l'expérience que peut apporter le CEREMA. Nous, on n'a pas cette compétence technique, mais on a une compétence d'usager et de pratique des aménagements et effectivement pour réfléchir avec les collectivités pour les meilleures solutions à trouver en tenant compte des contraintes de tout le monde. Hein, bien sûr, il y a des contraintes qu'on a évoquées sur la circulation de certains véhicules. Voilà, pour pouvoir intégrer aussi donc du coup la sécurité des aménagements cyclables et des piétons aussi. On a évoqué certains lieux, les abords des écoles et d'autres types de secteurs. Très bien. Alors, Roger Joubert, un exemple intéressant d'un autre Lanneville derrière Fougue, peut-être moins connu que Lanneville devant Bayonne, mais c'est dommage, Roger. Tu es un des premiers maires à avoir mis ton village à 30 km/h. Ce n'est pas du tout le cas de Beaumont, hein, ce n'est pas une autoroute. C'est vallonné, ça tourne, c'est caché derrière la forêt. Et vas-y, je te donne la parole pour que tu nous expliques comment ça se passe. Et puis, ce que tu viens de faire. J'ai été saisi du problème dès 2014. Les habitants, quasi unanimité, ont tiré mon attention sur les problèmes de sécurité, surtout pour les gosses dans le village. Alors, on a réuni tous les habitants, on a échangé et on a fait appel à un bureau d'études qui nous a proposé des chicanes. C'était la première solution. Alors, une chicane à l'entrée Trombe, une chicane à l'entrée UC. Et ça a été bénéfique en partie. Les gens, effectivement, ont ralenti au niveau des chicanes, mais une fois que la chicane est déplacée, bon, à fond à l'heure dans le village. Et alors, dans le village, c'était dangereux, vraiment, parce qu'il y a des endroits, il y a des rues qui sont à droite, mais que personne ne voit et que personne ne respecte. Et donc là, le danger subsistait dans le cœur du village. Alors, on va dire 30, non pas pour ennuyer les gens qui rouleraient à 40 ou à 50, et pour les gens qui roulent à 80 dans le village, ceux-là, pas de problème et pas de pitié. Le problème, c'est que les gendarmes, il faut constater les infractions. Il suffit pas de dire une vitesse, et ça se vérifie, ça se contrôle. On n'a pas d'appareil et les gendarmes ne peuvent pas être partout. Alors donc, dans le village, certains ont eu le bon sens de ralentir, mais les gens qui traversent le village ont continué, en majeure partie, non pas à être à 50, 60, mais certains encore à 80. Même des tracteurs fourches en avant qui foncent. Alors là, c'est invraisemblable. Alors finalement, j'ai décidé de sanctuariser le cœur de village. C'est-à-dire de mettre 2 stops à l'angle de la rue de Fougue et l'autre à la rue du Paquis pour casser véritablement la vitesse. Là, les gens, ils passent les chicanes, ils ralentissent, ils repartent, mais ils butent sur le stop et là, ils sont obligés de respecter les 30 jusqu'à ce qu'ils ressortent du village. Alors ça a eu un effet tout à fait bénéfique parce qu'on a su que j'étais assez intransigeant sur la question. Simplement, là aussi, le problème, c'est que pour ceux qui ne le respectent pas, il faut le faire constater. Alors là, pour le faire constater, maintenant, c'est impitoyable. C'est 2 caméras qui sont sur les stops, avec des caméras spéciales avec l'accord de la préfecture, caméra VPI, vision, plaque d'immatriculation,
Et là, bon, c'est enregistré, on remet à la gendarmerie et le problème est réglé. Et maintenant, là, je vous garantis que les stops sont respectés et continueront à être respectés. Donc là, c'est en route tes caméras? Ah oui, les caméras sont autorisées par la préfecture et le marché insigné, ça va être installé début mai. D'accord, très bien. Voilà. Merci pour ton exemple. Et faites un petit peu de tourisme, allez visiter les différents villages qui ont été évoqués pour bien vous rendre compte. On va remonter dans le PIO à Longlaville avec un dispositif particulier pour sécuriser les piétons. Hamdi Toudma, tu es avec nous? Voilà. Ouais, je Maire suis de là. Longlaville. Et puis on aura Henri Poisson sur un dispositif proche à Dieuloir ensuite. Alors, merci de me donner la parole, Olivier. Donc, très succinctement, j'ai envoyé les éléments, mais pour pouvoir comprendre ce qui a été mis en place sur Longlaville, c'est une ville qui était à la frontière avec, c'est la ville frontière avec le Luxembourg, ce qu'on appelle souvent la route du pétrole, parce que à la frontière, on retrouve une quinzaine, vingtaine de pompes à essence. Donc, une vraie problématique, c'est une route traversante par la ville. Donc là, on a aussi des problématiques nombreuses de passages de véhicules. Et parallèlement à cette route, on a une route départementale RD 218 qui est quasiment pas utilisée. Les gens ont du mal en tout cas, à utiliser cette route départementale et tout le monde veut passer par la commune pour aller vers les pompes à essence. Ce qu'on appelle souvent la route du pétrole et on espère réduire la vitesse avec le prix du diesel et du carburant qui a fortement augmenté. Donc, du coup, ce qui a été mis en place, donc ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est mon prédécesseur, sur un carrefour très dangereux à la sortie d'une pharmacie, c'est un passage piéton lumineux qui capte la présence des piétons lorsqu'ils arrivent à hauteur du passage piéton. Et puis, il y a des points lumineux qui apparaissent. Donc, je ne sais pas si vous avez, Olivier, la possibilité de projeter ou si je mets ma caméra pour montrer la… La vidéo passe. La vidéo passe là, hein, c'est les voitures qu'on entend. Ah. Il y a beaucoup de son. Tu ne la vois pas? Non, moi, je ne la vois pas, mais ce n'est pas grave. Ah Personne ne la voit. Ah bon? Ah, Zut. attendez. Voilà, désolé. Partager l'écran. Est-ce que vous voyez là maintenant? Non. Il faut cliquer. Non. Il faut se placer sur l'écran et après faire le partage d'écran. Oui, ben… Alors, attendez, je vais recommencer. Étrange, tout à l'heure, vous voyez bien pourtant. Alors, je le montre sur mon… Bah oui, parce que… Tu peux le montrer, Hamdi, là? Ouais, je ne sais pas si vous le voyez là sur… C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. On te voit là? On voit, oui. C'est bon. Donc, je ne sais pas si vous voyez, donc là, les voitures passent. Donc, elles passent à une vitesse assez excessive habituellement. Là, on voit bien la noire qui est passée. Et c'est les 4 plots que vous voyez, donc c'est très, très, très dangereux. Et lorsqu'il y a un piéton qui passe, donc là, on voit les points lumineux qui ne sont pas très visibles en journée, mais le soir, c'est assez efficace parce que les points s'allument et donc ça impose en tout cas aux voitures de réduire leur vitesse. Le coût de la réalisation, Hamdi? Alors écoute, je n'ai pas le coût, mais je peux vous l'envoyer. Donc, je n'ai pas trouvé le coût de la réalisation parce que ça a été fait il y a quelques années par mon prédécesseur. Je n'ai pas d'éléments parce que c'est dans un marché de performance qui a été lancé par l'ancienne équipe et je n'ai pas retrouvé les éléments, mais on est en train de chercher avec les services pour pouvoir vous l'envoyer si ça peut en tout cas vous intéresser. Très bien. Merci beaucoup, Hamdi. On va aller à Dieuloir, rejoindre Henri Poisson. Tu es là, Henri? Henri Poisson. Ah, parce que là, on avait une image. Oui, je suis là. Je suis bien là. Ah, bonjour, Henri. Bonjour, Alors, Olivier. Explique-nous, c'est aussi un dispositif pour
protéger les piétons, hein, assez efficace. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve assez efficace. Oui, alors, nous, on avait une particularité, c'est que sur un espace de 5 ans, on a eu 17 personnes renversées, dont 3 morts. Donc, lors du dernier grave accident qu'on a eu, sur la RD 611, en fin de compte, j'ai été saisi par la préfecture et on a fait une réunion avec le conseil départemental, le CAUE et puis la DDT, donc M. Coeur, pour essayer de trouver une solution pour essayer de faire ralentir les véhicules. Donc, faire ralentir les véhicules. On avait une moyenne en entrée de ville, c'est ce qui a été fait dans un premier temps. La vitesse moyenne au départ sur la partie à l'entrée de ville, près de la gendarmerie, elle était quand même en moyenne de 73 km/h. Donc, ce qui voulait dire qu'on avait une vitesse rapide en entrée. Donc, avec le conseil départemental, on a été proposé de mettre un plateau tel que vous le voyez, hein, le plateau. On a remis un passage piéton parce qu'on a énormément de traversées de voies de piétons, puisqu'on a la petite zone commerciale avec Lidl et Colruyt. Et donc, on a beaucoup de gens qui vont à pied. Et donc, en allant au congrès des maires, comme quoi le congrès des maires sert quand même à quelque chose, j'avais vu une signalisation un peu bleutée comme ça pour signaler les piétons. C'est des petits poteaux. Mais j'en ai mis un, mais j'ai trouvé que c'était insuffisant. Et donc, avec un bureau d'études et puis la DDT et une entreprise locale, Chrysalis, je connaissais bien le dirigeant et je lui ai demandé s'il était d'accord à faire un prototype sur ma demande. Et donc, on a monté ce prototype. Là, on voit le petit bonhomme hein, de couleur de lumière bleue. Et donc, quand on arrive la nuit, en fin de compte, on voit bien. Et puis, tout d'un coup, quand il y a un passant qui veut traverser, l'objectif, c'était d'éclairer le passant. Ce n'est pas éclairer par le haut ou par le bas, c'est éclairer le passant, d'où les 2 projecteurs qu'on a. On a profité en même temps pour mettre pour les personnes à mobilité réduite et les malvoyants. Voilà, un petit peu le projet tel qu'il a été monté. Et c'est un détecteur, en fin de compte, qui permet de détecter le piéton quand il arrive et qui éclaire le passage piéton de façon instantanée. Et ça s'éteint quelques secondes après que le piéton est traversé. Voilà. Ça donne satisfaction, oui. En fin de compte. Pardon? Ça donne satisfaction? Oui, très bonne satisfaction. On a complètement baissé la vitesse. Et alors, on a mis aussi des radars pédagogiques. Hein. On a quand même implémenté le circuit, mais du coup, je vais les dupliquer en cœur de ville, un devant la poste, parce que j'ai eu aussi des personnes renversées devant la poste, et devant le bureau de tabac, où là, il y a beaucoup de personnes qui traversent pour aller à la gare. Très bien. Est-ce qu'un de nos techniciens veut réagir à ces différents exemples? On en présente beaucoup là, que ce soit sur le 30 et les stops de Lanneville avec caméra ou ces dispositifs de Longlaville ou de Dieulois. Oui, je veux bien réagir sur les aménagements des passages piétons. Il faut vous dire que ces aménagements-là sont malheureusement hors la loi. Parce qu'ils ne sont pas autorisés, ces aménagements, ces équipements-là ne sont pas autorisés s'ils ne font pas l'objet d'une expérimentation officielle de la DEC, de direction de la sécurité routière. Et malheureusement, la société Chrysal a des commerciaux qui sont très agressifs et qui sont vraiment ont beaucoup de solutions. Mais attention, messieurs les maires, ces aménagements-là ne sont pas réglementaires. Donc, oui, si vous avez un jour un souci sur ces aménagements, encore une fois, votre responsabilité peut être mise en cause. Monsieur Isler, dans le cas que l'on vient de voir à Dieulois, vous êtes en train de nous dire que le dispositif n'est pas légal. S'il y avait un accident, il pourrait y avoir des suites. Il peut y avoir un contentieux et les communes peuvent être mises en cause parce que, je vais vous dire,
pourquoi pourquoi équiper ce passage piéton? Pourquoi pas équiper alors tous les passages piétons? On peut se poser la question, il peut y avoir une discrimination sur le passage piéton. On va terminer la, monsieur Isser, excusez-moi, on va terminer la réunion et on va donner la parole encore à un autre maire. Mais là, vous nous faites une belle polémique. J'aimerais que soit MMD réagisse, soit le conseil départemental. C'est pas une polémique. Qui avait conseillé. Ben non, mais on ne peut pas terminer la réunion en présentant des dispositifs. Le maire est satisfait. Il a été conseillé, financé. Et vous, CEREMA, vous nous dites, ben désolé, au niveau de la responsabilité du maire, elle pourrait être engagée. Thierry Durand ou monsieur François? Oui. Alors déjà, l'aménagement du plateau, lui, il est légal. Rien à dire. Pardon? Je n'ai rien à dire, au contraire, c'est le plateau qui fait ralentir. C'est le plateau qui fait ralentir. Mais voilà. Attention, on peut donner une fausse idée de sécurité aux piétons. Alors, c'est vrai que logiquement, on doit rentrer dans une phase d'expérimentation officielle avec la direction centrale de la sécurité routière. Tout à fait. Après, on voit bien les limites des dispositifs qu'on a vus jusqu'à présent. Et il faut quand même qu'on ouvre le droit à l'innovation, à l'expérimentation, surtout sur ce type d'aménagement. Monsieur le maire de Dieulouard l'a rappelé, il y a eu un nombre d'accidents mortels très impressionnant sur ce passage piéton. Voilà, donc effectivement, la responsabilité du maire peut être engagée. Après, il faut voir ce que pourrait dire un juge par rapport à l'aménagement global. Je ne pense pas qu'il y ait d'effet d'éblouissement de l'usager de la route. Il y a plutôt une signalisation. À une époque, il y a des passages piétons qui étaient, là c'était autorisé, éclairés, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec des lumières un peu orange par le dessus pour éclairer le passage piéton. Voilà, c'est un dispositif qui s'en rapproche. Il faut, à un moment donné, qu'on essaye d'évoluer aussi dans les techniques qui peuvent être mises en œuvre, tout en préjugeant de la dangerosité du dispositif. Voilà, moi, ce que je peux dire sur cet aménagement-là. Michel François, vous voulez compléter? Bon, sur la réglementation, donc M. Isler l'a indiqué, sur les besoins de faire des expérimentations, bon, les feux à servir la vitesse ont fait l'objet d'une expérimentation. Qu'il y ait besoin d'expérimentation, je suis dans le sens de Thierry Durand. Après, je reste dubitatif quand même sur ces actions avec de la luminosité, voilà, qui restent des accessoires et qui ne sont pas nécessairement les éléments plus efficaces. Là, Thierry Durand a raison, le plateau est quand même l'élément qui est certainement le plus marquant sur le respect des vitesses. Je pense que c'est déjà ça le plus important. Néanmoins, ça remarque une chose, c'est que ce qui est un axe important à prendre en compte dans les problématiques d'aménagement, c'est bien la prise en compte de la sécurité des piétons, et c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler. Un passage, une traversée piétonne, c'est surtout pas un passage protégé. Tout à fait. Voilà. Il faut qu'on donne des éléments de protection aux piétons, mais ce n'est pas la bande qui fait de la protection. Mais je voudrais simplement rajouter au niveau de l'expérimentation. Globalement, on n'est pas contre l'expérimentation, mais l'expérimentation a un cadre légal qu'il faut respecter. Ça veut dire qu'il y a une évaluation du processus pendant un certain temps, et ensuite, pendant quelques années avant de valider. On va le faire rentrer dans la réglementation ou pas. Mais c'est tout. Et là derrière, il y a un arrêté préfectoral, même un arrêté ministériel qui protège le maire. Et on autorise le maire à poser cet aménagement. Et le maire est protégé. Et c'est simplement la seule remarque que je peux faire. C'est que je pense aussi à la protection
de ce qu'on met sur la chaussée et ce que le maire peut mettre sur la chaussée. Ne pas donner une fausse illusion de sécurité à des usagers, et c'est souvent le cas avec tous les spots et tous les machins, les équipements qu'on met sur la route. Donc là, je vais rectifier un petit peu ce que vous dites, parce que les équipements qui sont mis en place, ils sont sur le trottoir, ils ne sont pas sur la route. D'accord? Donc, de ce côté-là, ce n'est pas mis sur la route. Deuxièmement, aujourd'hui, les piétons, ils sont plutôt habillés en foncé, etc. L'objectif, c'est quand même d'éclairer le piéton. Éclairer par le dessus, ce n'est pas suffisant. On peut le remarquer, hein, il n'y a aucun problème. Dire que les piétons se sentent plus sécurisés, oui, probablement. Mais aujourd'hui, un piéton, il pense que systématiquement, c'est son droit de traverser. C'est lui qui est prioritaire. Donc, il dit la voiture devra s'arrêter. Sauf que quand il y a un choc, c'est lui qui reçoit le choc, ce n'est pas la voiture. Hein. La voiture, elle a presque rien. Donc voilà. Après, la normalisation, comme vous le dites, prend tellement de temps avant que ça soit mis en place. J'aurai le temps d'avoir encore quelques tués sur la route avant que ça soit normalisé et validé par les services de l'État. Tout à fait. Enfin, c'est une situation assez grave que tu as connue à Dieuloir. On va terminer la réunion, mais je voulais donner la parole à une réalisation qui est un peu complexe à décrire, mais qui était radicale dans le PIO à avril. Didier, est-ce que tu peux nous expliquer la révolution que tu as pu opérer dans ta commune? Je te laisse la parole. Oui, tu m'entends, c'est bien là? Oui, c'est parfait. Oui, bonsoir à tout le monde. Ben, écoutez, c'est une opération qui date depuis des études de plus de 10 ans, où la seule phrase qui était dite, c'était qu'un enfant puisse aller à l'école en toute sécurité. Ça, c'était la première démarche. Tous les bureaux d'études ont planché dessus, et puis on arrive à un aboutissement. On a eu l'opportunité de requalifier tout le village, et le village était traversé par une route départementale. Cette route départementale a été rétrocédée à la commune et est devenue une route communale, donc j'avais peut-être un petit peu plus de pouvoir, et une route départementale contourne le village. Aujourd'hui, j'ai été plus drastique que tout le monde. Didier, excuse-moi, je précise, l'opération ne consiste pas à avoir contourné le village. La route départementale qui contourne existait. Hein, c'est une situation particulière. Elle existait en partie, voilà. Ensuite, si vous aimez mieux, donc j'ai interrogé un peu les services de la DITAM, j'ai fait venir plein de personnes, j'avais des bureaux d'études qui nous ont accompagnés, à tel point que j'ai mis un sens interdit des deux côtés de l'entrée du village, c'est-à-dire la partie que j'ai voulu monopoliser, pour permettre simplement aux riverains de passer. Ma délibération a été retoquée parce qu'en fin de compte, les riverains étaient les gens d'Avril qui habitaient dans cette zone. De là, j'ai donc continué à travailler et j'ai interdit le transit à tous les véhicules à moteur. Parce que quand les gens voyaient transit, ils pensaient que c'était uniquement les camions. Et j'ai bien précisé, sauf ayant droit. Donc aujourd'hui, si vous aimez mieux, par des panneaux et 2 arrêtés successifs et 2 délibérations successives, on ne circule plus dans Avril parce qu'en fin de compte, vous allez retrouver tout ce que vous avez dit. J'avais l'entrée du périscolaire, les heures matinales, midi et soir. J'avais l'entrée de l'école matin, midi et soir. J'avais les mêmes problèmes de vitesse. J'avais 4000 véhicules qui transitaient par le village pour gagner 2 km. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment fait une opération qui fonctionne. Et les gens, déjà, quasiment plus que des gens d'Avril qui circulent. À savoir quand même qu'il y a eu une grosse prévention. On a arrêté les automobilistes, on a distribué des flyers. Et aujourd'hui, si on traverse Avril et qu'on n'y est pas autorisé, ou alors qu'on n'a pas aucune action sur le village d'Avril, il en coûte 95 € et 4 points. Alors, je vous montre peut-être, c'est peut-être plus simple. Hein, j'ai fait donc. Alors, attends, on ne voit pas bien. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Transport. Non. Alors, transit interdit à tous les véhicules motorisés et en dessous, sauf ayant droit. D'accord. Et la DITAM, elle a fait exactement la même sur ces panneaux. J'essaie de voir si c'est bon.
Oui. Elle a bien interdit le transit sur la traversée d'Avril et elle a rectifié toute direction sur la partie départementale qui contourne Avril. Mais tu as, entre guillemets, su avoir l'intelligence d'utiliser le fait que tu avais moyen d'avoir une route qui ne rallongeait pas trop le trajet et qui passe juste à côté, quoi. Voilà. C'est ça. Exactement le même temps si on traversait le village. D'accord, très bien. Je te remercie beaucoup, Didier. Et moi, je vous invite à aller dans toutes les communes qu'on a évoquées. Je remercie au maire. Et je vous invite, vous verrez les plateaux, vous verrez donc toutes les zones 30, les grands plateaux surélevés, tout y est, les priorités à droite, tout y est. Et il n'y a plus de trottoir. La route a été diminuée à 5 mètres et les abords sont réservés aux piétons. Et effectivement, les places de parking qui sont restées existantes permettent de diminuer franchement la vitesse. Parfait. Merci beaucoup, Didier. Je vais donner la parole à nos intervenants techniques pour un petit mot de conclusion. Je suis désolé, on n'a pas pu entendre Rudy Arnold, maire de Niéville. C'est dommage parce qu'il est policier et il avait beaucoup de choses à dire sur les questions de réglementation, la possibilité d'utiliser des caméras. De même pour un adjoint de Méréville, Philippe Birkner, où à Méréville, ils ont réalisé des gros aménagements et ils nous disaient qu'ils ne sont pas totalement satisfaits malgré plus de 400 000 euros d'investissement et ils ont des choses à reprendre. Alors, donc Cécile Calin, la directrice de MMD, a dû nous quitter un peu plus tôt. Monsieur Isler, votre petit mot de conclusion? Oui, simplement ce que bon nombre l'ont rappelé, hein, qu'il est important de faire un diagnostic relativement exhaustif, que ce soit les vitesses, les trafics, avant de faire un aménagement. Et puis, bien sûr, essayer de mettre des aménagements qui respectent la réglementation. Voilà. Très bien. Merci pour le message clair et net du CEREMA. Et donc, nous vous donnons rendez-vous, vous serez informés pour un module plus formation sur une journée avec visite d'une réalisation en lien avec l'association des maires et le département. Merci au CEREMA. Alors, peut-être à MMD, Michel François. Je compléterai le message d'André Isler. Effectivement, la sécurité, ce n'est pas un point, c'est une réflexion globale sur le village. Et j'y ai intégré, j'insiste, sur le fonctionnement de la vie du village avec les problématiques des habitants, des piétons, etc. Donc, c'est tout un ensemble du fonctionnement du village qu'il faut prendre en compte pour essayer d'avoir des aménagements qui soient le plus optimaux par rapport aux objectifs de sécurité. Merci bien. Merci à vous. Et puis à MMD, à Cécile Calin. Thierry Durand, pour un petit mot de conclusion. Oui, alors merci pour ce webinaire qui était vraiment très intéressant de par la diversité de la présentation des aménagements qui ont pu être faits. Je voulais rappeler que le département a quand même comme préoccupation majeure la sécurité routière. Alors bien sûr, principalement sur ce qu'on appelle les sections interurbaines, hors agglomération, mais on est très attentif aussi à ce qui se fait dans les communes et à ce titre donc accompagne bien entendu en lien avec MMD 54, qui est une agence qui intervient sur l'assistance technique, et que le point d'entrée pour toutes les problématiques que vous pouvez avoir, ce sont, alors j'ai entendu le mot DITAM plusieurs fois, donc je me permets de rectifier. Aujourd'hui, ça s'appelle des STAM, des services territoriaux d'aménagement, avec un responsable donc sur les 5 territoires hors métropole de Nancy. Et je vous invite, si vous avez ce genre de problématique, à vous rapprocher dans un premier temps des responsables des services territoriaux. Et ensuite, bien entendu, les services centraux sont là également pour vous accompagner. Voilà, donc je remercie le sénateur Olivier Jacquin pour l'initiative de ce webinaire qui était très intéressante. Merci à vous et merci à Marine qui est avec moi, qui a fait tout le boulot, ma collaboratrice. En fait, il y a un gros travail préparatoire, ça n'a pas l'air. Et peut-être le mot de la fin à un élu qui s'adresse à Didier Dante en disant on ne va pas
aller visiter Avril parce qu'on va se faire verbaliser. Non, tu verbaliseras pas, hein, Didier. Pour les visiteurs qui viennent… Il y a une phrase magique qui dit « sauf ayant droit ». À partir du moment où vous viendrez à Avril pour voir quelque chose, vous devenez un ayant droit. Eh bien voilà, merci. Et ça n'est pas un poisson. Et ce n'est pas un poisson. Merci à vous toutes et tous. Merci à vous tous. Et je vous informerai des prochains webinaires. De tête, on va travailler sur la gestion forestière avec des exemples de communes qui sont regroupées pour gérer leur forêt ensemble. On va traiter aussi des énergies renouvelables et des communes. Ça devrait être fort intéressant parce que vous faites quelquefois des marchés et il y a des communes qui ont réussi à trouver de nouvelles recettes très intéressantes. En tout cas, merci à toutes et tous. On a un petit peu débordé, mais à une prochaine fois. Bonne continuation dans tout le département. Merci Olivier. Permets-moi s'il te plaît, Olivier. Oui. J'ai M. André Isler là que j'essaye vainement d'avoir le CRMA. Oui. Et j'aimerais bien avoir les coordonnées du CRMA parce qu'on ne peut pas les avoir. Ah, et on envisage de faire dans notre secteur une voie douce. D'accord. Et a priori, le CRMA a déjà travaillé dessus. Vos coordonnées. Oui, mais il n'y a aucun problème. Voilà, je vous donne mon adresse électronique si vous voulez. Oui. On renvoie les coordonnées de tous les participants, de tous les intervenants à tous les participants. D'accord. Et puis vous aurez un lien vidéo et on fera un petit condensé ensuite de cette séance. En tout cas, merci à toutes et tous. Bonne soirée dans tout le département. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Au revoir Olivier, à bientôt. Au revoir.